On m'a tiré dessus. Un appel à l'aide fait l'effet d'un séisme dans les rues de Baytown, au Texas. Un policier en service vient d'être abattu. J'avais déjà vu des choses horribles, mais jamais quelqu'un qui portait le même uniforme que moi, jamais un collègue. Relâchez la pression, faites de la place. Mais en cherchant des réponses, Pourquoi ce type haïssait papa à ce point? Je ne comprenais pas pourquoi. la police va découvrir une vérité terrifiante. J'avais peur qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre, qu'il tue quelqu'un d'autre. Un assassin en liberté. Il devenait de plus en plus urgent de consacrer toutes nos ressources à la recherche du suspect. Qui doit être retrouvé avant de frapper à nouveau. Joli. À 57 ans, Clint Greenwood est un vétéran des forces de police et un pro de la gâchette. La main ferme, une pression délicate. Un hobby qu'il partage avec son fils, Chuck. C'était un de ses passe-temps favoris. Il adorait aller au champ de tir. Si vous ne partagiez pas ça, vous ne risquiez pas de passer beaucoup de temps avec lui, pour être franc. Bien. Les séances de tir deviennent donc un rendez-vous familial. Il n'y a pas photo. Ma sœur est une bien meilleure tireuse que moi. Chuck et mon père étaient les mêmes. Ils étaient très proches, mais ils se disputaient souvent. Deux mâles alpha sous le même toit. À la maison, Clint est un père dévoué et un mari aimant. Mais tout n'a pas toujours été rose. Oh oui, c'est bon. Mes parents ont divorcé quand j'avais environ 7 ans et c'est papa qui a eu la garde. Donc ma sœur et moi, on a grandi avec notre père. Tiens, voilà. Merci. C'est bon? Vas-y. Papa a rencontré Lita, ma belle-mère, par une amie commune quand j'étais en 6e. N'oublie pas les légumes. Non, c'est bon. Et voilà. Clint et moi, on s'est rencontrés en 2001. On s'est fiancés un an plus tard, en novembre 2002. J'avais 2 enfants de mon premier mariage. Et Clint avait 2 enfants de son premier mariage. On est donc devenus une famille recomposée. Je crois qu'on s'en est pas mal sortis. On s'entendait plutôt bien. Clint est sous-commissaire adjoint au commissariat du comté de Harris. Tous les matins, il venait m'embrasser avant de partir. Ce matin-là, j'avais déjà mis du rouge à lèvres. Il ne voulait pas arriver au travail avec du rouge sur les lèvres, donc il m'a embrassé sur la joue. Il m'a souhaité une bonne journée, il m'a dit « je t'aime » et il est parti. Je venais de terminer mon service de nuit. Soudain, j'ai entendu quelqu'un émettre sur notre fréquence principale. Impossible de savoir qui c'était. C'était comme s'il parlait sous l'eau. On ne comprenait rien. Il a émis de nouveau. On m'a tiré dessus. Policier à terre. Qui est-ce? J'ai entendu 701. Au 701 de West Baker Road, à Bayton, se trouve l'annexe du tribunal de comté. 30 secondes plus tard, j'étais à 2 pâtés de maison. Qui est-ce? L'opératrice essayait d'obtenir un numéro d'identification pour savoir qui émettait. Il a émis de nouveau,
Et là, on comprenait un peu mieux ce qu'il disait. Je me vide de mon sang. J'ai fait le plus vite possible. J'ai tourné à droite et je me suis retrouvé à l'arrière du tribunal. Devant moi sur la droite, j'ai vu un SUV blanc de la police garé en marche arrière. Je ne voyais personne dans la voiture, personne sur le parking. Je me suis arrêté devant la voiture à environ 3 mètres sur la gauche. En sortant de mon véhicule, j'ai vu le sous-commissaire Greenwood s'éloigner de la porte arrière droite. Il avait du sang sur les mains, sur le cou et sur le visage. Alors qu'il vient de se faire tirer dessus, Clint Greenwood est toujours debout. Je suis sur place, envoyez une ambulance en urgence. L'agent Arnett se précipite pour l'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sous-commissaire Greenwood, il a reçu une balle dans la tête. L'hôpital est prévenu. Les urgences sont en route. Il ne pouvait pas parler. Il arrivait à former les mots avec sa bouche, mais on n'entendait qu'un son guttural. Blessure par balle. D'autres agents arrivent sur les lieux. Clint doit être secouru. Relâchez la pression, faites de la place. On l'a allongé sur le dos. Il n'arrive plus à respirer. Allez, je suis là, je suis là, je suis là. On l'a traîné. 1, 2, 3. Encore une fois. Sur environ 4 mètres jusqu'à ma voiture. Allez, on est avec vous, Clint. Allez, 1, 2, 3, on soulève. Il le hisse à l'arrière du véhicule du sergent Arnett. Il vous a touché à la tête. On l'a mis à l'arrière de la voiture. Une de ses collègues m'a dit « Il faut que je prenne votre voiture pour l'emmener ». Je lui ai dit « Allez-y ». Clint est transporté en urgence à l'hôpital entre la vie et la mort. Le coin sud-est du parking du tribunal est bouclé. L'inspecteur Edgar Elizondo est chargé de l'affaire. Sa priorité, examiner la scène de crime. C'était une scène sanglante. On pouvait voir qu'il avait marché depuis la place du passager jusqu'à l'avant du véhicule avant de s'écrouler. Il y avait des sacs de course qu'il avait laissés tomber par terre, juste à côté du véhicule. J'ai remarqué 2 douilles de 9 mm. L'une à côté de la porte avant droite. La deuxième était à côté du pneu arrière droit. Le suspect avait dû s'approcher à moins d'1 mètre de Greenwood avant de tirer. Le portefeuille et le téléphone de Clint n'ont pas été dérobés. Il ne s'agit pas d'un braquage, mais d'une exécution de sang-froid. Et aucun signe du suspect. On part vers l'est, porte à porte. L'inspecteur Elizondo organise un quadrillage de la zone pour interroger quiconque aurait vu ou entendu quelque chose. Mais il s'intéresse également à un autre genre de témoin. Nathan, vérifie la vidéosurveillance du tribunal. Regarde combien on a de caméras. Ok. Tout est clair? On y va. Les inspecteurs examinent les environs du tribunal à la recherche de caméras. Les images de vidéosurveillance peuvent nous orienter vers un suspect ou vers un véhicule présent au moment du crime. Ensuite, on peut creuser à partir de là. À 7 heures, Lita, l'épouse de Clint, commence tout juste sa journée de travail. J'avais un message sur mon répondeur. J'ai rappelé et j'ai parlé à un agent.
Il m'a dit qu'il s'était passé quelque chose. Il m'a dit de ne pas écouter la radio, de ne regarder aucun média, de prendre mes affaires et de l'attendre dans la rue devant mon travail. Je savais que c'était grave. Il ne m'a rien dit d'autre. Je suis sortie devant l'immeuble et j'ai attendu. Je me demandais ce qui s'était passé. J'avais des pensées terribles parce que je ne savais rien. Tandis que Clint est entre la vie et la mort, la police obtient les images de vidéosurveillance d'une caméra située à l'intérieur du tribunal. Ils ont récupéré les vidéos et ils nous les ont apportées. Ça donne quoi? Vous êtes traversé par toutes sortes d'émotions quand vous regardez ce genre d'images, parce que vous savez ce qui va se passer. Vous n'avez pas envie de voir les derniers moments d'un collègue, mais vous savez qu'il faut regarder parce que ces moments peuvent être cruciaux pour identifier un suspect. Il repasse la vidéo depuis l'instant qui précède l'appel de détresse de Clint, vers 6h56 du matin. C'est le SUV de Clint. On voyait la voiture du sous-capitaine Greenwood arriver sur place. Continue. Il continue de regarder. Mais personne n'arrive derrière lui. Il n'y a plus aucun mouvement sur les images. Quand soudain... Reviens en arrière. 2 minutes avant l'appel de détresse de Clint, un homme fait son apparition. On apercevait un homme blanc, vêtu d'un manteau épais, marchant vers l'est. Tu peux zoomer? Assez trapu, environ 1,80 m. En raison de la qualité de la vidéo, il était difficile de voir exactement à quoi ressemblait l'individu. Mais la caméra de surveillance a filmé un indice crucial. On discernait quelque chose qui ressemblait à un écusson sur son épaule. On ne voyait pas ce qu'il représentait. Une partie du travail de Clint consiste à enquêter sur les mauvais comportements au sein de la police, ce qui pourrait fournir un mobile de meurtre. À ce moment-là, on s'est dit qu'il pouvait s'agir d'un ancien agent de police ou d'un agent encore en fonction. Quand on est arrivé à l'hôpital, quelqu'un est venu vers moi et m'a demandé de le suivre dans un couloir. J'ai demandé si Clint allait bien et il m'a dit que Clint s'était fait tirer dessus. J'ai demandé s'il était en vie et il m'a dit « Non, madame ». On s'est remis à marcher et puis j'ai laissé tomber mon sac. Je disais « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Jusqu'au bout du couloir, je ne pouvais pas y croire. L'exécution de sang-froid d'un vétéran des forces de police est désormais considérée comme un homicide. L'inspecteur Elizondo se met à la recherche d'un mobile. Comment peut-on assassiner un policier chevronné de cette façon? Ce n'était pas un simple policier, il n'était pas en intervention. Il était simplement en train de prendre des sacs dans sa voiture pour se rendre à son travail, comme tous les matins. Il espère que le collègue de Clint va pouvoir l'aider. Salut Kirk. Salut. Comment ça va? Je suis content de vous voir. Pareillement. J'ai passé la journée à répondre aux questions de la police.
Est-ce que Clint avait des soucis personnels? Est-ce que nous étions sur une affaire en ce moment? Est-ce que quelqu'un pouvait lui en vouloir? Toutes les questions que j'aurais moi-même posées si j'avais enquêté sur ce meurtre. Évidemment, on m'a demandé si cela pouvait être lié à une affaire en cours. On m'a demandé l'accès à nos dossiers. Les inspecteurs de la police criminelle m'ont demandé de leur montrer le bureau de Clint pour voir s'il n'y avait pas des notes écrites liées à des conversations téléphoniques récentes, tout ce qui aurait pu aider l'enquête. J'ai moi-même travaillé pour la police criminelle dans le passé. C'est moi qui posais les questions. Et là, c'est à moi qu'on demandait de fournir des informations. C'était une perspective très différente. J'étais littéralement de l'autre côté du miroir. Du moins, c'est l'impression que j'avais. La police est déterminée à arrêter le tueur. Nous ne savions pas si c'était quelqu'un qui avait décidé de s'en prendre aux policiers en général ou si le reste de la population était en danger. C'était donc une course contre la montre pour comprendre ce qui s'était passé. Il leur faut d'autres images de vidéosurveillance. On a commencé à élargir notre champ de recherche. On est allé voir tous les commerces alentours. Tu as quelque chose? De l'autre côté de la rue, une école possède 3 caméras de sécurité qui font face au tribunal. Sur les images de la première, on voit le SUV de Clint passer à 6h53. Et là, regarde. La deuxième vidéo montre sa voiture entrant sur le parking. Laisse tourner. Les inspecteurs continuent de regarder la vidéo pour voir si le suspect entre en scène. Personne. Quand soudain, 3 minutes après l'arrivée de Clint, une silhouette émerge depuis l'arrière du tribunal. Là, tu peux agrandir? Il est 6h54. Quelques secondes après que Clint s'est fait tirer dessus. On voyait un homme blanc longeant le bâtiment vers l'est. Il est entré dans une petite voiture noire compacte. Il est sorti de sa place de parking. Et il a pris la direction du nord sur le parking. Il se dirige vers West Baker Road. Ils essaient de lire son immatriculation, mais la voiture noire est de profil et sa plaque n'est pas visible. On a d'autres angles? Peut-être cette caméra. Une troisième caméra est dirigée dans la direction opposée à la scène de crime, vers l'intersection avec West Baker Road. Ils arrivent tout juste à distinguer la voiture du suspect fuyant les lieux, mais elle est cachée par des véhicules en stationnement. Lorsqu'enfin elle est à nouveau visible, elle est trop loin pour pouvoir être identifiée. Les images révèlent que le véhicule du suspect était déjà au tribunal lorsque Clint est arrivé. Rembobine. L'inspecteur Elizondo veut savoir depuis combien de temps il l'attendait. Il rembobine alors la vidéo jusqu'aux premières lueurs du jour. À 6h32, 20 minutes avant la fusillade,
une voiture noire entre sur le parking. On voyait le véhicule du suspect arriver et se garer. C'est forcément lui. On le voyait ensuite sortir du véhicule. Il s'est dirigé vers le siège passager, a ouvert la porte et a pris un objet. Il marche vers l'arrière du tribunal. Regarde si tu le vois passer devant l'entrée sud. L'inspecteur Elizondo espère voir la même silhouette marcher vers la scène de crime. Comme il le pressentait, 20 minutes avant que Clint ne soit attaqué, l'homme fait son apparition. Il regarde même vers la caméra. Mais il est trop loin pour être identifié. C'était frustrant parce que c'était tout ce que nous avions. Ils sont convaincus qu'il s'agit du tueur et qu'il s'agit d'un meurtre de sang-froid prémédité. Mais sans identification formelle, leur seule option est de partir à la recherche de la voiture noire. Des policiers sont mobilisés pour trouver d'autres caméras filmant la route prise par la voiture après le meurtre. Toutes les images sont rassemblées pour être visionnées. La première vidéo vient d'un bijoutier situé sur West Baker Road. Sa caméra filme la route empruntée par la voiture noire. Reviens en arrière et relance la vidéo. À 6h56, une voiture noire traverse l'image. Zoom. La vidéo est trop floue pour lire la plaque. Mais les inspecteurs sont sur la bonne voie. Les images du bijoutier étaient utiles. Elles nous montraient que le véhicule roulait bien dans la direction que nous suivions. Ils continuent de suivre le véhicule du suspect grâce à d'autres caméras disposées le long de West Baker Road. Et la chance leur sourit. La caméra d'une station de lavage est justement pointée vers la rue empruntée par le suspect. Les policiers visionnent les images correspondant à l'horaire du meurtre. On y voyait la voiture noire dépasser un bus scolaire roulant dans la même direction, sur West Baker. 7 minutes après le meurtre de Clint, le véhicule du suspect double un bus scolaire à toute allure. Ce qui donne à l'inspecteur Elizondo une idée. Les bus scolaires sont équipés de caméras, non? Oui. Ok. On va leur rendre visite. Les inspecteurs se rendent sans attendre au dépôt de bus pour voir si la caméra de sécurité a filmé la voiture noire. Le bus est rapidement identifié. C'est le 1102 qui dessert un lycée de Bayton. Il démarre la vidéo à 7 h du matin, au moment où la voiture a doublé le bus. Attendez, c'était quoi ça? Vous pouvez revenir en arrière? Au moment où la voiture double le bus scolaire, on voit qu'elle roule à une vitesse assez élevée. Vous pouvez zoomer sur la plaque?
Mais une fois de plus, on n'a pu récupérer aucune information sur le suspect ou sur le véhicule. Après que le véhicule a doublé le bus, les policiers perdent sa trace. À ce moment-là, il fallait juste continuer d'avancer, continuer l'enquête. 3 jours après le meurtre de Clint Greenwood, le mystère reste complet et personne ne sait si le tueur va frapper à nouveau. J'avais peur parfois quand je sortais dehors, même dans mon jardin. On se dit qu'il y a peut-être quelqu'un en train de nous observer. Donc sortir, c'était difficile pendant quelque temps. Je me souviens qu'il y avait des membres du bureau du shérif, des policiers municipaux, des gars du commissariat. Tous ces policiers se relayaient dans leur voiture devant la maison. L'idée qu'on pouvait être pris pour cible par ce type était bien présente. C'était évident. En gros, ils nous ont dit, tant que votre famille ne se sentira pas en sécurité, il y aura une voiture de police devant chez vous si c'est ce que vous souhaitez. Pendant ce temps, les inspecteurs de la police criminelle qui étudient les dossiers des affaires internes suivis par Clint Greenwood font une découverte étonnante. Au cours de notre enquête, nous avons appris que d'anciens policiers, Eric Baumgart et William Marks, avaient poursuivi Greenwood en justice. Eric Baumgart n'était pas suspect parce qu'il était en prison. Mais Marks est en liberté. Et il a des raisons d'en vouloir à Clint. William Marks devient le suspect principal. William Marks, ancien policier de réserve. Monsieur Marks? Bonjour, monsieur. William? Oui, c'est ça. Il a une corpulence similaire à la silhouette aperçue sur la scène de crime. Les inspecteurs découvrent que William Marks et Clint Greenwood sont en conflit depuis très longtemps. Vous avez dit que vous le haïssiez. Je n'ai pas dit que je le haïssais, j'ai dit que je ne l'aimais pas. Vous ne l'aimiez pas. Voilà. Cet homme a eu une influence terrible sur ma vie. Je ne vais pas vous mentir en disant le contraire. C'est la vérité. Ce qu'il m'a fait n'était pas acceptable. William Marks poursuit Clint Greenwood en justice pour une histoire de fausse accusation. J'ai choisi la voie légale. Je l'ai attaqué en justice, d'accord? Ça ne me sert à rien de le tuer. Ce n'est pas son cadavre qui va me dédommager. Je voulais qu'il aille en prison. Vous vouliez qu'il lui arrive autre chose? En dehors de la prison? Non. Œil pour œil, dent pour dent. Une vie pour une vie. Marks affirme qu'il était chez lui le matin du meurtre. Qui était avec vous? Ma femme et mon fils. Personne d'autre? Non. Il s'est montré coopératif. Il nous a donné son téléphone. On en a copié le contenu pour voir si on y retrouvait d'éventuelles communications avec quelqu'un qui aurait pu s'en prendre à Greenwood, mais on n'a rien trouvé. Son alibi a pu être vérifié et il a été rayé de la liste des suspects. Je sentais comme un trou sans fond à l'intérieur de moi. Sans mon père,
La maison me semblait comme un lieu étrange. C'était bizarre d'entrer dans la cuisine et de ne pas le voir devant la cuisinière en train de fredonner une vieille chanson de rock. Pourquoi? Pourquoi ce type haïssait papa à ce point? Pourquoi ce type s'est dit qu'il fallait absolument qu'il tue mon père? La police de Bayton travaille jour et nuit pour trouver une réponse. Nous n'étions toujours pas en mesure d'identifier la marque ou le modèle de la voiture, ni de déchiffrer sa plaque d'immatriculation. Mais les images de vidéosurveillance font naître une nouvelle piste. Comment le tueur connaissait-il l'emploi du temps de Clint? L'inspecteur Elizondo est persuadé que le tueur était déjà venu faire des repérages. Montre-moi le parking du tribunal, la veille. Les caméras de l'école. Il passe en revue les images de la route menant à la scène de crime la veille du meurtre. Stop. Là. Son instinct a vu juste. À 16h27, l'une des caméras de l'école filme une voiture noire correspondant à celle du suspect. Il change de caméra. La voiture pénètre sur le parking, mais cette fois, elle ne s'arrête pas. Le véhicule traverse le parking sud en direction de l'ouest. Elle dépasse le tribunal et sort du champ. Attends, on a un autre angle. Elle passe ensuite devant la caméra située à l'intérieur du tribunal. Elle entre de nouveau dans le champ, en haut à droite, avant de se garer. On le voit sortir du véhicule et disparaître hors champ. L'homme reste invisible pendant 1 minute 30. Qu'est-ce qu'il fabrique? Avant de revenir vers son véhicule. Il finit par reprendre son véhicule et il passe derrière le tribunal. Cette fois, le côté conducteur du véhicule passe juste devant la caméra. C'est quoi ça? On a pu faire un arrêt sur image au moment où le véhicule passait devant l'entrée. T'as vu ça? On a remarqué un autocollant sur la vitre côté conducteur. J'ai tout de suite pensé au code barre que l'on trouve sur les voitures de location. Une entreprise de location de voitures en particulier appose ces codes barres pour pouvoir contrôler les véhicules qui sortent et qui entrent. C'était la plus grosse piste qu'on ait eue jusque-là. C'était une découverte majeure. Le seul problème est qu'il existe 19 agences de l'entreprise en question dans la région de Houston. Sans plaque d'immatriculation, c'est une mission presque impossible. Seigneur, nous sommes réunis en ce lieu pour honorer la vie bien remplie de cet homme. 3 jours après le meurtre de Clint, sa famille, ses amis et collègues sont rassemblés pour lui faire leurs adieux. C'était magnifique.
C'était les plus belles funérailles que j'aurais pu imaginer pour lui. Mais c'était difficile. Plus de 3000 personnes sont rassemblées pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Clint Greenwood. Et je sais que tout le monde ici sait quelle personne formidable il était. Et combien sa carrière dans les forces de l'ordre était importante pour lui. Mais je voudrais aujourd'hui célébrer Clint Greenwood, le mari, le père et l'ami. Je voulais que les gens sachent qui était mon père pour moi. Quelqu'un de drôle et d'intelligent. Pas parfait, bien sûr, mais parfait à mes yeux. Je t'aime, papa, et je remercie le ciel de t'avoir eu comme père. Cherchant désespérément à identifier le suspect, les inspecteurs passent en revue les images de vidéosurveillance d'entreprises de toute la ville. On réunissait autant d'images que possible. Une fois qu'elles étaient rassemblées au centre d'opération, une autre équipe était chargée de visionner les vidéos. On consacre beaucoup de temps au visionnage pour essayer de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Enfin, leur travail est récompensé. À 16h30, la veille du meurtre de Clint, une voiture noire est repérée dans une station-service. Attends, c'est quoi ça? On pouvait voir que le véhicule avait le même autocollant sur la vitre côté conducteur. Mais la plaque d'immatriculation reste illisible. Le suspect est sorti de sa voiture pour prendre de l'essence. Il fallait maintenant qu'on détermine le plus rapidement possible qui était cette personne. Le suspect était assez corpulent. C'était un homme blanc dans les 50 ou 60 ans. Mais pour l'identifier, ils doivent avoir une image nette de son visage. C'était très frustrant de voir cette personne que nous savions être notre suspect sans pouvoir obtenir aucune information à son sujet. Son identification dépend maintenant des caméras situées à l'intérieur de la boutique. On va essayer celle-là. Ok. Allez. Allez. C'est un moment décisif. Jusque-là, nous n'avions pas pu associer de visage à ce meurtre. J'ai dit on le tient. Les inspecteurs comparent cette image aux photos de permis de conduire utilisées dans l'entreprise de location de voitures. Ils trouvent une correspondance. Un homme de 64 ans, appelé William Kenny, est résident à Houston. Ils trouvent rapidement des informations sur leur suspect. Nous avons trouvé un site internet qu'il avait, semble-t-il, créé. Il y détaillait plusieurs injustices dont il pensait avoir été victime. Le site internet contient une liste de noms. Ce sont des membres du bureau du procureur.
Tout en haut de cette liste se trouve le nom de Clint Greenwood. J'avais peur qu'il tue quelqu'un d'autre. La police localise le téléphone de Kenny. Je l'ai. Son téléphone portable se trouvait aux environs du tribunal du comté de Harris, à Houston. Plusieurs équipes se sont rendues dans le centre-ville pour le chercher. La police doit mettre la main sur Kenny avant qu'il ne tue à nouveau. Mais la localisation du téléphone ne fournit pas une position précise. C'était très frustrant. On avait fait tout ce qu'on avait pu pour le localiser. Mais Kenny est introuvable. Le lundi matin, je me trouvais au bureau du procureur. Le procureur a reçu un appel. C'était un policier de Houston, à l'autre bout du fil. La police de Houston a retrouvé Kenny. Ils lui ont dit, « Le gars que vous cherchez, on pense qu'il s'est suicidé. » William Kenny est mort. J'étais effondré. Il s'était tiré une balle devant un hôpital de Houston, le lendemain du meurtre de Clint Greenwood. Pendant tout le temps que la police a passé à le chercher, William Kenny était déjà mort. Les inspecteurs récupèrent les images de vidéosurveillance de l'hôpital. Les derniers déplacements de Kenny sont révélés. Il est aperçu pour la dernière fois à minuit 35. Avant de disparaître à jamais. Un pistolet de calibre 9 mm est retrouvé près de son corps. L'examen balistique confirme qu'il s'agit de l'arme du crime. Pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est William Kenny qui a commis ce meurtre. Les inspecteurs peuvent enfin reconstituer les événements. Le 31 mars 2017, William Kenny a loué une voiture noire compacte dans une entreprise de location. Le lendemain, il a parcouru 15 km pour se rendre dans la ville de Bayton, à l'annexe du tribunal du comté de Harris, afin de préparer le meurtre de Clint Greenwood. Le lendemain matin, il s'est de nouveau rendu sur le parking de l'annexe du tribunal de comté. Il s'est garé. Il a marché jusqu'à l'arrière du bâtiment où il a attendu l'arrivée de Clint Greenwood. Il attend Clint pendant 20 minutes. Le sous-commissaire Greenwood a garé son véhicule. Il est surpris par Kenny, Clint, qui lui tire dans le cou et dans l'épaule. On m'a tiré dessus. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir Kenny s'éloigner. Policier à terre. Entrer dans son véhicule et repartir. Il a lâchement mis fin à ses jours. Il ne fera jamais face à la famille et la famille ne saura jamais pourquoi il a fait ça. J'ai eu le sentiment de ne pas obtenir justice. Et je ne comprenais pas pourquoi.
Je pense à Clint chaque jour. Tous les jours. Il n'y a pas de mots pour exprimer. En octobre 2019, Chuck sort diplômé de l'école de police. J'espère pouvoir lui faire honneur tout au long de ma carrière. J'espère pouvoir marcher dans ses pas d'une façon qui aurait pu le rendre fier. C'est tout ce que je souhaite.